Alors ce soir, on va parler de la création et on va parler de la création en se posant la question, est-ce que la Terre, elle est jeune ou est-ce que la Terre, elle est vieille? OK? Vous n'avez pas besoin de m'entendre dans les micros tant que je suis enregistré. Dans la salle, je parle assez fort, vous allez tout bien m'entendre. OK? À l'école, qu'est-ce qu'on vous dit sur la Terre? Est-ce qu'elle est jeune ou elle est vieille? Elle est très vieille. Est-ce qu'ils disent la même chose à ton école, Liam? Elle est jeune, ils disent ça à ton école. C'est ça que toi tu penses, mais qu'est-ce qu'ils disent à l'école? Qu'elle est vieille? Qu'elle est vraiment vieille. Tu le sais pas. Toi? Elle est plus que vraiment vieille. Puis, c'est quoi qu'on vous a dit qui démontrait que la Terre était vieille? Une preuve. Les fossiles. Alors, selon eux, ils expliquaient que ça prouverait que la Terre, elle est vieille. OK? Ouais? C'est pas ça qu'ils m'enseignent à mon école, là, mais on a évolué à cause du singe et tout ça, puis ça fait s'il y a des millions d'années, là, on dit qu'on est des poissons. Il y en a qui disent qu'on a commencé des poissons. Il y a différentes théories, là. On n'a juste jamais trouvé les transitions. Mais il y a beaucoup de différentes théories dans l'évolution de comment c'est arrivé. Puis c'est quoi une autre preuve d'une Terre, que la Terre est vieille? L'homme, c'est une erreur. Ah, t'as toute mon attention, Josias, là. L'homme, c'est une erreur de l'humain. OK. Tu t'es pas cité avec lui. Puis est-ce que quand tu l'as écouté, il a prouvé ce qu'il disait? Il a comparé avec la théorie de Dieu que la femme a été créée avec la côte de l'homme. Mais lui dit que c'est pas vrai parce que l'homme est vraiment une erreur par une bactérie juste pour comparer. OK. Il dit que la femme, elle, c'était pas une erreur, mais qu'en fait, l'homme, c'était une bébé erreur. OK. Puis dites-nous, si l'homme était une erreur, puis qu'il y avait juste une femme avant, mettons, ou que c'était le contraire, les femmes étaient une erreur, puis il y avait juste des hommes avant, est-ce qu'on aurait vécu longtemps? Mais je pense qu'il dit comme que s'il n'y avait pas eu d'homme, ça se ferait en femme. Intéressant. Et selon vous, est-ce que ça fait du sens? Et si vous remarquez, vous entendez depuis votre temps d'enfance que vous êtes rentré à l'hôpital, à l'école, en maternelle, on vous raconte continuellement que la Terre a des millions et des millions d'années. Vous voyez un dinosaure, puis il y a toujours une phrase à côté, millions, millions d'années. Vous prenez un cours de géologie, puis on voit des fossiles entre des couches de sédiments, puis on dit des millions d'années. Il y a l'âge cétacé, puis différentes phases de la géologie. On disait qu'avant, la Terre était plate, au lieu de ronde. Ah, ben il y a des gens qui croyaient, il y a de cela quelques centaines d'années, que la Terre était plate et n'était pas ronde. Et c'est Galilée, je crois, ou Copernic, qui a amené cette idée-là que non, la Terre n'est pas ronde, mais pourtant, même dans la Bible parle de la Terre comme une sphère. Mais les gens avaient beaucoup d'ignorance au Moyen Âge, puis beaucoup pensaient que la Terre était plate, puis que tu peux te ramasser à tomber en bas. Et même que certains bateaux, puis certains capitaines ne voulaient pas aller trop loin dans la mer des côtes pour éviter d'aller au bout de la Terre puis de tomber en bas. Mais c'était encore une fois une manifestation de gens qui se démontraient ignorants par manque d'éducation et que même la propre lecture des Écritures parle à deux endroits du cercle de la Terre. Même quand on regarde, par exemple, quand on regarde la Lune, puis que la Lune, elle est couverte en partie, c'est quoi qui fait l'ombre à la Lune? C'est la Terre. Le soleil brille sur la Terre, puis là, il y a une partie qui cache la Lune qui est derrière, puis là, on voit juste une partie de la Lune qui est éclairée parce que la Terre vient cacher une partie de la Lune. Même en regardant la Lune, on voit que la Terre est ronde. OK? Je comprends pas, là. Fait que c'est pas en regardant la Terre de haut qu'on voit qu'elle est ronde que ça veut dire qu'elle est ronde. Tu sais, admettons, quand on regarde de proche, c'est plat.
Quand on regarde à l'horizon, ça a de l'air plat. C'est sur les villes. Quand on regarde de haut, on dirait que c'est genre en rond. Comment on peut avoir des différentes vues? Parce que quand on est sur Terre, on ne voit pas très loin. On peut juste voir peut-être quelques kilomètres. Hein? Fait que ça a de l'air plat. Mais quand on se ramasse dans les airs, entre autres les astronautes, hein, qui sont pendant des fois des mois de temps en orbite autour de la Terre, eux autres font le tour de la Terre. Fait qu'ils ont l'occasion de voir tout le tour de la Terre. Puis quand eux autres regardent à l'horizon, parce qu'ils sont plus au-dessus de la Terre, ils voient la courbe. Même en avion, on peut commencer à voir au loin un peu la courbe, très loin, parce que là, on peut voir beaucoup plus loin quand le ciel serait dégagé. Mais surtout, ces hommes-là, d'en haut, ils nous prennent souvent des photos, puis on peut voir l'aspect sphérique de la Terre. Alors, ben non. Les gens ne volaient pas dans les airs comme aujourd'hui on peut le faire, fait qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir du haut. À moins que tu ailles sur une montagne, mais encore là, les montagnes, si on regarde vraiment face à la hauteur du ciel, c'est pas très haut une montagne. Hein? Puis aussi les orages boréales. Boréal, oui. Comment qu'on peut faire pour les voir juste dans les endroits froids et non pas chauds? Ça, je ne saurais pas expliquer tout pourquoi on les voit vers le nord. Moi, j'ai grandi à Chibougamau, puis pendant l'été, j'avais l'occasion d'en voir. Mais pourquoi il y en a juste vers le nord, le phénomène, je ne pourrais pas l'expliquer. OK? Puis je ne l'expliquerai pas non plus ce soir. Une dernière question, après ça, on embarque dans l'enseignement. Mais pourquoi il avait pensé que la Terre était plate si, admettons, Ben, en fait, je ne veux pas embarquer sur l'histoire de la Terre plate, parce que ce n'est pas vraiment le but de la soirée. OK? On veut plutôt parler de l'âge de la Terre. Fait qu'on pourra en parler en dehors. OK? Il y a un livre de la Bible. Alors, ce soir, on va regarder les faits qui appuient l'hypothèse d'une terre jeune. Pourquoi je dis l'hypothèse d'une terre jeune? Parce qu'on ne peut pas le prouver d'une manière absolue. En fait, je vous lis ce qu'un scientifique a écrit dans son article, un scientifique chrétien. Il dit, bien des indices d'âge... excusez-moi. Tous les calculs sur l'âge de la Terre résultent de calculs qui impliquent nécessairement de faire des hypothèses sur le passé. On ne peut pas prouver de manière sûre et certaine que la Terre est jeune ou que la Terre est vieille. Parce qu'on est toujours influencé par plusieurs choses, puis même si on peut prouver un fait scientifique aujourd'hui, le fait qu'on croit en quelque chose, ça influence la manière dont on regarde ce fait-là. Okay? Je vais vous en montrer plusieurs ce soir, qu'est-ce que je veux dire par là. Mais on retrouve beaucoup d'indices dans ce qu'on observe autour de nous, qui semblent pousser à croire que la Terre est jeune. Beaucoup d'indices. Ce soir, je vais vous en montrer plusieurs. Et la Bible nous enseigne que Dieu a créé la Terre et qu'il l'a créée il n'y a pas si longtemps que ça. La Bible commence par un mot, le mot « Bereshit », qui veut dire « au commencement ». Les Juifs appellent le livre de la Genèse, je vais répondre tantôt, le livre de la Genèse, Bereshit. Et après, souvent les noms des livres du Pentateuque en fonction du premier mot du livre. Et la Genèse, c'est le livre que les Hébreux appellent le livre du commencement. Et la Genèse nous explique d'où on vient, comment l'homme est apparu sur terre, les circonstances, comment Dieu s'y est pris, puis comment les êtres humains se sont développés. Elle ne nous raconte pas tout, évidemment, mais elle nous raconte les grandes lignes de ce qu'on a besoin de savoir. Et la Bible nous raconte, dans le premier chapitre, que Dieu est celui qui a dessiné la terre. Et je vous lis Genèse chapitre 1, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » On dit au verset 3 que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ça continue comme ça en racontant comment Dieu a tout créé sur la terre et que tout est venu de par la simple parole que Dieu a parlé, les choses sont arrivées. Et donc on retrouve dans la Bible que Dieu est le Créateur, et là ici on a une image antique représentant Jésus, parce qu'évidemment la Bible nous dit que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là à la création. Le livre de la Genèse nous donne beaucoup d'informations. Le livre de la Genèse est divisé en 11 sections, et dans les premières sections, on retrouve tout le récit de la création. Après ça, le livre d'Adam, qui raconte l'histoire du premier homme. Ensuite, de Noé, du déluge. Après le déluge, le récit de Shem, qui est le fils de Noé. Et ainsi de suite avec les patriarches. Et j'ai mis à côté les sujets qu'ils abordent. Et dans la première section, on parle de la création de Dieu. Après ça, on va parler de comment le péché est entré dans le monde.
Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les êtres humains? Et ensuite, comment c'est devenu tellement grave qu'il y a eu un grand déluge mondial, et on en a parlé la dernière fois, on va en faire quelques allusions, et que même c'est allé tellement grave que même après le déluge, l'être humain s'est encore rebellé, et Dieu a amené la confusion des langues. Il y avait une seule langue, mais Dieu a amené la confusion des langues, et les gens ont plus été capables de travailler ensemble, et se sont répandus sur la terre. On va y revenir un petit peu tantôt aussi. Et là, après ça, on est les patriarches. Tout ce qu'on a besoin de savoir, la Bible nous le donne là, et en ces quelques chapitres, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur nos origines. Et là, vous voyez le chapitre 1, et commence à décrire la création de l'atmosphère, la création de la végétation, des astres au 4e jour. Au 5e jour, la création des animaux qui sont dans les airs et dans la mer, et création des animaux sur terre et de l'homme. Et finalement, comment le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et c'est pour ça qu'il enseigne dans l'Ancien Testament que c'est important pour nous de se reposer. Et c'était le jour du sabbat, le samedi dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, l'Église n'était plus obligée de respecter le sabbat, mais l'Église a pris le premier jour de la semaine pour se reposer et se réunir, les croyants ensemble, et être un jour vraiment pour se ressourcer dans notre foi avec notre Créateur, se ressourcer avec les croyants et de célébrer que c'est un premier jour de semaine que le Seigneur Jésus est ressuscité. Et donc, le dimanche est devenu un peu pour nous, les chrétiens, ce jour de repos, mais un jour de ressourcement avec Dieu. Et jusqu'à il y a, vous autres, vous ne connaissez pas ça, mais jusqu'à il y a 20, 30 ans en arrière, les centres d'achat n'étaient pas ouverts le dimanche. Quand moi j'étais jeune, on n'allait pas au centre d'achat, c'était fermé le dimanche, parce que c'était le jour du Seigneur. On avait grandi avec le catholicisme. Mais maintenant, vous ne connaissez pas ça. Mais il y a juste quelques années en arrière, c'était comme ça. À ce temps, tout le monde travaille tout le temps. C'est difficile d'avoir des travails où tu ne travailles pas la fin de semaine, les dimanches, et tout cela. D'où ça vient, cette influence-là? Ça vient de Genèse, chapitre 1, qui nous dit que même Dieu s'est reposé. Il a donné l'exemple à l'être humain de se reposer. Dans le chapitre 1 de la Genèse, on retrouve beaucoup d'informations sur comment Dieu a créé la terre. Puis on nous dit qu'il a créé la terre en 7 jours. Pas des milliers d'années, en 7 jours. Il y en a qui voudraient dire que cette histoire-là de création en 7 jours, c'est de la poésie. Je lis l'hébreu, puis je peux vous assurer que quand je lis l'hébreu, ce n'est pas en forme de poésie que ça a été écrit, la Genèse chapitre 1. Et même le 6e jour, le 7e jour, il met un article devant pour dire c'était le 6e jour. C'était le 7e jour. C'était pas un jour, c'était pas un 2e jour, en voulant dire que ce jour-là était indéfini, puis c'était comme des milliers d'années. Un jour pour Dieu, ils vont dire, un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Ça ne parle pas de ça pantoute ici, ça n'a aucun lien avec ça. C'est pour dire que Dieu n'est pas lié au temps, Dieu a créé le temps. Mais il spécifie au 6e et au 7e, c'était le 6e jour. C'était le 7e jour. Et même la loi nous invite à vivre une semaine, comme le Seigneur a fait pour la première semaine, en ayant des jours pour travailler, puis de se reposer, comme le Seigneur a fait dans une semaine de travail. Toute la Bible interprète la Genèse, chapitre 1, comme étant arrivé littéralement la création du monde en 7 jours, en toute simplicité. Et jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, l'être humain croyait vraiment dans une terre qui était jeune. Mais depuis que l'évolution est entrée comme théorie, une manière aussi qui permet de tasser Dieu de l'équation. Si on rentre l'évolution, ce qui est intéressant pour l'être humain, c'est qu'on réussit à tasser Dieu de l'origine humaine. Puis si on réussit à tasser Dieu de l'origine humaine, ça veut dire une chose vraiment intéressante pour l'être humain. J'ai pas de compte à rendre à Dieu. J'ai pas à lui répondre de ma vie. Parce que là, tout à coup, Dieu disparaît de l'origine humaine. Fait que là, je peux faire ce que je veux. Un jour, je n'aurai pas à répondre à Dieu de ma vie. Mais si j'ai été créé par Dieu, et vous vous rappelez, on l'a lu dans Pierre la dernière fois, si j'ai été créé par Dieu, puis que Dieu, comme dans la Bible, a jugé les gens qui étaient méchants, bien un jour, on va devoir rendre compte à Dieu. Donc, l'aspect que Dieu est créateur est vraiment, vraiment important pour nous croyants. Et tout le monde sur la terre croyait cela jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et même encore dans beaucoup de religions, même chez les musulmans, on croit en Dieu comme créateur et non en l'évolution, que l'origine humaine vient d'une intervention divine. Et donc, vous avez ces versets, chapitre 1 que je vous ai résumé ici. Là, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de regarder les indices autour de nous qui sont faciles à regarder, qui ne sont pas trop compliqués. Et j'ai choisi ceux-là qui venaient me chercher le plus pour vous les partager. Où sont les indices sur la Terre que la Terre ne serait pas si vieille que ça et que finalement elle est peut-être jeune, contrairement à ce qu'on nous dit,
qu'elle est vieille, des millions et des millions d'années. Si tu veux, je vais répondre aux questions à la toute fin, OK? Essaye de t'en rappeler, puis à la toute fin, je vais répondre aux questions de tout le monde, sinon je vais être interrompu pendant la présentation. D'accord? Oh non, je lançais la question pour vous faire réfléchir, mais pas pour avoir une réponse. OK? Mais tantôt, si j'ai des questions, je vais vous le dire spécifiquement pour une réponse. OK? Merci. C'est bon que tu veux participer, j'aime ça. Et donc, je vous propose des indices que la Terre, elle est jeune. Et la première que j'aime beaucoup, c'est celle de la population de la Terre. Combien de monde il y a sur la Terre aujourd'hui? Il y en a plus que... J'ai vu dans un livre qu'il y en avait 16 millions 590 000. Plus que ça encore, parce que même au Canada, on est plus que 16 millions. Hein? Combien? 7,4 milliards. 16 millions, on a à peu près le double au Canada de population. 34, je pense, au Canada. Alors, mais dans le monde entier, on est 7,4 milliards. C'est beaucoup, ça. Puis vous savez, on a augmenté de beaucoup dernièrement. On a atteint le 6 milliards en 1999. Et juste en 17 ans, on l'a augmenté de presque 1,5 milliard sur la Terre. C'est fou, hein? Parce que le plus qu'on grossit comme population, le plus que ça fait qu'on a des bébés, puis le plus que ça grossit, ça devient exponentiel. Maintenant, ça, c'est une affaire assez intéressante, la population de la Terre. Et un homme a dit, en fait, j'ai pris ceci sur un site Internet, sur le problème de la population vis-à-vis le fait que la Terre existe depuis des millions d'années. Et on dit ceci, on évalue qu'il y a 3 millions d'années, alors que la lignée des hominidés, les hommes, venait d'apparaître, les premiers humains sur la Terre représentaient environ 100 000 individus. C'est il y a bien longtemps. De telles estimations sont basées sur la répartition de la population à cette époque et sur la densité populationnelle des peuples de cultures similaires. En s'étant reculé, il semble que la démographie dépendit principalement des variations climatiques et de l'étendue du territoire habité. Vers 70 000 ans avant Jésus-Christ, ces côtes se côtoyaient les Homo sapiens, les hommes de Néandertal et les hommes de Java, mais les deux derniers disparaissent. Vers 50 000 avant Jésus-Christ, alors que l'Homo sapiens s'étend sur tous les continents, la population mondiale peut avoir atteint 1,5 million d'individus. OK? 1,5 million d'individus, il y a combien d'années? 50 000 années avant Jésus-Christ. 1,5 million d'individus. On va s'arrêter là. Pensez-y. Aujourd'hui, on est rendu à 7,4 milliards. Mais il y a 50 000 ans, on aurait eu déjà sur la Terre, selon ce qu'ils disent ici. C'est un estimé selon ce qu'ils croient. Ils croient à l'évolution. Ils croient qu'il y a eu des millions d'années. Fait que selon eux, il y avait 1,5 million de gens il y a 50 000 ans. Est-ce que ça fait du sens? Premièrement, on ne peut pas le prouver. C'est une évaluation. Ils proposent, selon leur hypothèse, que c'était le cas. On va y arriver. Est-ce que ça fait du sens? Il y a 40 000 ans, des innovations techniques telles que la sagaie, le harpon, l'arc et les flèches améliorèrent les prises à la chasse et la pêche, ce qui fait grimper la population à environ 5 millions d'habitants, et ce, en quelques 20 000 ans. Par la suite, la population augmente peu et semble avoir fluctué au rythme des variations climatiques jusqu'à la révolution néolithique, il y a environ 10 000 ans. Remarquez les mots. Il semble. OK? Il semble. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. On dit des chiffres, on raconte des choses, mais on ne peut pas le prouver. Il semble. Et ça, c'était sur un site, je vous ai mis ici, c'était un article qui a été fait en 2012. J'ai mis une petite citation ici en bas, là, où est-ce que je l'ai trouvé. Regardez la population de la Terre.
si vous regardez la population de la Terre actuelle, en 2000, on est ici là, à peu près à 6 milliards. Là, on est rendu ici à 7 milliards, même dépassé. Ça a été fait il y a une quinzaine d'années. OK? En 2500 ans, la population de la Terre a été multipliée par 40. De 150 millions de personnes à l'époque de Jésus, environ 400 ans avant Jésus, on évaluait la population de la Terre à environ 150 millions. Et en 2500 ans seulement, on passe de 150 millions. Il faut retourner un bon bout ici en arrière là, pour arriver, là, on est en 1800 ici. On recule en arrière, on arrive à peu près à 400 ans avant Jésus-Christ. Il y a 150 millions. Et là, tout à coup, 2500 ans plus tard, on est rendu à 7 milliards passés. OK? Vous comprenez bien ça? Tout le monde me suit jusqu'à présent? C'est important de me suivre ici. 150 millions à l'époque de Jésus. Si on suit ce qu'ils viennent de dire ici, il était il y a 10 000 ans, OK? Il était rendu à combien de monde? On a augmenté de 5 millions d'habitants, et ça en quelques 20 000 ans. 5 millions. Puis vous voyez les chiffres qu'il y a là? Voici notre problème. Quand on suit cette courbe ici, là, puis qu'on étudie la population de la Terre, vous avez déjà fait peut-être ça à l'école, des graphiques où on calcule ça, puis on essaie de calculer si on continue la même ligne que 20 ans plus tard, à combien qu'on est rendu, puis ainsi de suite. Ils font des évaluations comme ça de la population. Et on peut le faire par en arrière aussi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le reste du graphique, mais on peut faire des calculs très simples qu'on apprend à l'école pour trouver la tendance et de le faire en arrière et par en avant. Et vous savez, quand on prend ce graphique-là et qu'on le calcule et qu'on recule en arrière, vous savez jusqu'à où ça va selon les mathématiques? Des infinis. Non, dans ce cas-ci, ce n'est pas des infinis. Dans ce cas-ci, le graphique arrive à 0 il y a environ 4500 ans. C'est ça que tu voulais dire? Ah, excuse-moi, je n'avais pas bien compris. Ça continuerait et ça arriverait à 4500 ans à partir d'aujourd'hui, 2500 ans avant Jésus-Christ. On a un petit problème. Quand on regarde la population, l'âge de la Terre ne marche pas. Si ça existe depuis des millions et des millions d'années, on devrait être en train de tomber de la Terre si on suit les courbes de ce qu'on appelle les courbes de croissance de population. Et ça, c'est avec des courbes de croissance de population très conservateurs. Par exemple, au Canada, on ne grandit plus beaucoup, la population a grandi, mais ça ne va pas très vite. On dit qu'on est à 1,6, si je ne me trompe pas, au Canada. Au Canada, je pense qu'on diminue, on est en bas, la population, s'il n'y avait pas des immigrants qui arrivaient. on diminuerait. Oui, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes à chaque année qui meurent, puis un certain nombre de bébés qui naissent. Présentement, s'il n'y avait pas d'immigration, il y a plus de gens qui meurent que de nouveaux bébés qui arrivent dans la population. OK? Mais notre pays est comme ça, mais on est juste 34 millions. Mais quand on va dans d'autres pays comme l'Inde, elle continue à grandir, puis ils sont à 1,3 milliard de personnes. Ils en font des bébés. Et en Afrique, c'est la même chose. Les autres font beaucoup plus. Donc là, si on prend la population générale de la Terre, la population de la Terre grandit très vite parce qu'il y a beaucoup de pays qui, eux autres, ils ont une grande croissance de population, contrairement à nous ou l'Allemagne, des pays comme ça, où ce que là, c'est pas mal stagnant, puis c'est juste parce qu'il y a des gens qui arrivent de l'extérieur. Quand on étudie la population mondiale et qu'on calcule, la Terre semble clairement jeune. Ça n'explique pas. Parce que juste une croissance conservateur. Et là, ici, la ligne ici, là, c'est une croissance de 0,5, 1,5. C'est moins que le Canada. Sur l'ensemble de la Terre. C'est hyper conservateur et pourtant, quand on retourne en arrière, on arrive à 4500. Et chose intéressante, la Bible nous dit justement qu'il y a environ 4500 ans, il y a eu un déluge mondial. Et qu'il y a 8 personnes qui sont sorties de l'arche et que la population a recommencé à grandir à partir de ces 8 personnes qui sont sorties de l'arche. Et quand on étudie
un graphique comme ça de la population de la Terre et qu'on fait les calculs en arrière, il y a un homme sur un site Internet qui... je l'ai pas... Je l'ai-tu mis ici? Là, ça a jammé, j'ai été peut-être trop vite. Bon, je me suis mis dans le pétrin, là, puis je l'ai fait avancer trop vite, peut-être tu pourrais le rectifier. Il y a un site Internet où j'ai pris beaucoup de mes articles, un site créationniste, et il rapportait, il faisait un lien avec un autre site qui est fait par un monsieur à Québec. Puis il prend le temps, pour ceux qui aiment ça, les mathématiques, tout calculer ça, comment qu'on peut calculer ça en toute simplicité, que monsieur, madame, tout le monde peut calculer. Et il arrive au même calcul très simplement. En fait, si on suit les informations que les évolutionnistes nous disent, OK, parfait, ça a débloqué, ça marche-tu là? OK. Alors, ça ici, c'est un graphique que j'ai fait il y a une vingtaine d'années. Je l'ai dessiné dans ma Bible, puis je l'ai recopié. J'avais calculé tout ce que la Bible donne comme information sur des chiffres qui nous donnent des informations sur l'histoire humaine. Par exemple, ici, on est en 931. Ça, tout est gribouillé dans ma Bible, en tout petit. Là. C'est la première page de ma Bible. On est à l'époque de Salomon, en 931. Et si on prend toutes les informations bibliques, qu'on retourne à l'époque de la sortie d'Égypte, puis après ça, à l'époque des patriarches, puis l'information jusqu'au déluge, qui sera environ vers l'an 2518 avant Jésus-Christ, et qu'on prend l'information de la Bible aussi qui parle avant le déluge, la création serait arrivée il y a environ 6200 ans. Et selon la Bible, il y a environ 4500 ans, il y aurait eu le déluge mondial. Je l'ai mis dans un graphique plus tard, un ami me l'a fait dans un beau graphique comme ça. Là, je sais qu'il est en petit, mais je l'ai agrandi. Et là, vous pouvez voir les informations. Évidemment, c'est approximatif, parce qu'il donne des âges, puis il y a toujours des mois, des petites différences. Puis c'est en assumant que dans les généalogies de l'Ancien Testament, qu'il n'y a pas de trou. C'est-à-dire qu'on parle vraiment d'une séquence de père en fils, puis que ce n'est pas leur grand-père ou leur arrière-grand-père. Et même si on admettait qu'il n'était pas exactement une séquence, puis que ça sautait des générations, on a quand même juste 7, 8, 9, 10 000 ans, peut-être. Mais quand on étudie la population de la Terre et qu'on regarde qu'il y a, si on prend les chiffres qu'ils ont donnés tantôt, là, 150, il y avait 5 millions de personnes sur la Terre il y a 10 000 ans, et qu'on prend la courbe de population, de croissance de population de tantôt, on a tellement de monde sur la planète que même toutes les planètes du système ne seraient même pas capables de contenir tout ce nombre de personnes-là. On parle de 10 avec 43 zéros derrière. C'est tellement de monde que même toutes les planètes de notre système solaire ne seraient pas capables de les contenir. En suivant une ligne de croissance de population de 1,5. Imaginez. Aussi simple que ça. Il y a un gros problème avec la population de la Terre. La population de la Terre nous donne des indices que la Terre est très jeune. Oui? Tu veux dire quoi par 1,5? 1,5, ça veut dire que chaque année, pour 1000 personnes, il y a 15. C'est ça, 1,5? Il y a 15 naissances. C'est ça? Oui, 15 naissances. Alors, pour chaque tranche de 1000 personnes, dans une ville de 1000 personnes, il y aurait 15 naissances par année. C'est ça que ça veut dire, 1,5. Hein, 1%. Oui. Là, on est rendu à 1000. Non, 1,5%. Fait que donc, ça veut dire qu'on a augmenté de 15 personnes en une année. L'année d'après, il était 1015 personnes. L'année d'après, ils ont rajouté un autre 15, ainsi de suite. Toujours avec 1,5. Fait que ça veut dire qu'au début, ça n'augmente pas beaucoup. Mais quand on est rendu des millions, comme nous sommes des milliards, et là, tout à coup, c'est pour ça que vous voyez la courbe de croissance en arrière qui va tellement vite, parce que là, on est rendu des milliards, et là, ça augmente de plus en plus, d'une manière incroyable, tout comme pendant un bon bout de temps, la ligne, elle est quand même assez stable, mais toujours en descendant. À l'époque de Jésus, par exemple, sur la Terre, il y avait environ 150 millions de personnes. La population de la Terre nous donne des indices très forts que la Terre, elle est jeune et qu'elle aurait seulement environ
4500 ans depuis le déluge, une terre qui aurait juste 6000 ans, s'il y a eu une population avant le déluge, comme la Bible le dit. Non seulement ça, on peut même faire la même historique, par exemple, avec le peuple juif. Si on prend la population juive, en 1930, il était 18 millions avant qu'il y ait eu l'Holocauste, avant qu'ils ont été tués dans la Deuxième Guerre mondiale. Et on prend les mêmes calculs, on retourne en arrière et on prend les calculs de population. La population juive retourne 4000 ans en arrière. À l'époque où ce que la Bible nous dit qu'elle a commencé avec Jacob et ainsi de suite. Non seulement ça, mais partout sur la terre, il y a des histoires de création dans les différentes cultures, des histoires de déluge mondial dans les différentes cultures. En fait, j'ai mentionné 270 cultures. Si on racontait de génération en génération sur 100 000 ans qu'il y aurait eu une création à un moment donné, puis un déluge, pensez-y, 100 000 ans. Comment est-ce qu'on aurait pu garder l'histoire comme elle est? Surtout que dans toutes les cultures, ça se ressemble. Mais le fait que dans toutes les cultures, on a des histoires qui se ressemblent de création, de déluge mondial, et que toutes ces histoires-là se ressemblent de des gens qui sont à les deux bouts de la planète, qui ne se sont jamais parlé. Et si on retourne il y a 200 ans encore moins, les gens ne voyageaient pas sur la Terre comme aujourd'hui, hein, et qui avaient les mêmes histoires. Ça, c'est un indice que la Terre est assez jeune. Sinon, ces histoires-là auraient été racontées, puis perdues avec le temps. Des centaines de millions d'années, ça ne marche pas pour garder un récit identique partout sur la Terre avec quelques variantes culturelles. Pourtant qu'on trouve sur toute la Terre, dans toutes les langues, dans toutes les cultures. Beaucoup de choses sur la population humaine nous donnent des indices que la Terre, elle est très jeune. Et rien comme ce qu'on nous dit à l'école, sans aucune preuve, des millions et des millions d'années. Et l'histoire de la population, là, on peut le faire dans tous les pays du monde. J'ai lu l'article après-midi d'un homme qui le fait avec la population aborigène, c'est-à-dire les Indiens qui étaient en Australie. En prenant la population, il y a environ 200 ans, 250 ans, lorsque les premiers colons sont arrivés s'installer de l'Angleterre, aller s'installer en Australie, il était environ 300 000 de population sur toute la grande île de l'Australie. Mais quand on étudie la croissance de la population et qu'on prend cette population-là, qu'on la calcule en arrière, très conservativement, ça veut dire avec des chiffres de population qui grandissent très tranquillement, on a le même problème. C'est impossible des millions d'années. On retourne seulement quelques mille ans en arrière, avec tous les calculs de population partout dans le monde. Et pour expliquer cela, il y a toutes sortes de théories. Il y a eu des guerres, il y a eu des famines, il y a eu tout ça. Mais si vous regardez la courbe de population ici, là, vous voyez ici qu'elle augmente? Hein? Juste ici, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. 50 millions de personnes sont mortes juste en Europe. Est-ce que tout à coup, on voit une baisse de population? Non. Et il y a eu une baisse de population proportionnelle au nombre de personnes qu'il y avait dans le monde. Il y a eu aussi une grande famine en Ukraine. 5 à 8 millions sont morts des années 30. Juste avant la Grande Guerre. Aucune incidence. Il y a eu des tremblements de terre pendant toute cette période de temps-là. Aucune incidence. Il y a eu des problèmes de famine dans le monde. Ça continue à grandir. En 1950, on voit que la technologie a augmenté l'industrie. Mais ce n'est pas lié à l'industrie. C'est même pas lié en plus au vieillissement amené par la médecine moderne. Je lisais justement un article là-dessus. Mais il y avait une augmentation même avant ça. Même à l'époque où il y avait une médecine vraiment pas bonne, il y avait toujours une croissance qui se faisait, mais à cause qu'on arrive à un chiffre tellement plus gros que tout à coup le 1,5, il devient de plus en plus gros par le nombre de populations. On appelle ça exponentiel. Il y en a eu tout le long ici, et pourtant ça grandit. Alors, il donne toutes sortes d'explications, mais finalement, lorsqu'on étudie la population, on a le même problème qui est là. Tout donne l'impression d'une terre qui est très, très jeune. En plus, imaginez si ça faisait des millions d'années, si vous calculez le nombre de personnes qui ont vécu sur la Terre depuis le début de l'évolution, on parle de milliards et de milliards de personnes qui seraient enterrées.
Et vous savez, dans l'Antiquité, on a toujours enterré les gens, souvent avec des objets de valeur pour eux, etc. Puis les os des êtres humains, ben, ils ne disparaissent pas dans la terre, même selon l'évolution. Même si on 100 000 ans, les os restent dans la terre. Ils ne pourrissent pas. Pourtant, les gens disent, s'il y a tant de milliards de gens qui sont morts sur la terre, où est-ce qu'ils sont? Parce que quand on creuse, on n'en trouve pas tant que ça. Du tout même. C'est un gros problème parce qu'au nombre de populations qui auraient dû être nées, vivre et morts, pendant tous ces millions d'années-là, il y a tellement de monde qu'on devrait en trouver partout autour de la planète. Quand on creuse n'importe où, il doit y avoir des os partout, tellement qu'il y a eu de gens qui ont été enterrés à travers les années. Et pourtant, pour les évolutionnistes, c'est un gros problème. Où est-ce qu'ils sont, tous les corps? Ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas existé depuis des millions d'années. Ça et bien d'autres problèmes comme ça nous montrent que la Terre, elle est jeune. Mais il y a plein d'autres indices. Je lisais un article ici dans Creation Magazine. C'est un bon magazine. Celui date de 2012. Et l'autre fois, je vous ai parlé de forêts dans le nord qui ont été trouvées sous la glace. Mais il y avait un article, justement, un petit article bien simple. Puis il parlait d'une recherche qui avait été faite par dans le Quintiquepac, un nom amérindien dans le nord du Canada, National Park au Canada en Arctique, à 8 degrés de l'Arctique, le North Pole, comment on dit North Pole? Du pôle Nord, OK? Juste au Canada, à 9 degrés. Ils ont trouvé des arbres qui étaient sous les glaciers, qui dans les brisements ont été remontés. Et ils parlaient comment ils avaient retrouvé des arbres, plus qu'un arbre, quelques arbres, différentes sortes d'arbres qu'on connaît, et qui étaient intacts, qui seraient supposés d'exister depuis des millions d'années. Puis dans l'article, ils disent ça existe en fait, ils parlaient de 12 millions d'années. On dit ça de même. Parce que selon eux, le pollen n'aurait pas commencé jusqu'à il y a 12 millions d'années et que c'est il y a 2 milliards d'années que l'eau se serait que de l'eau sur le pôle Nord. Donc, il fallait que ça fasse avant ça. Avec ces deux indices-là, ils ont dit, à cause de ça, on parle d'un arbre qui existe depuis plus de 12 millions d'années. Mais vous savez quoi? L'arbre qu'ils ont sorti était tellement beau qu'il n'était pas pourri. Et c'est quand ils l'ont sorti puis dégelé qu'il a commencé à pourrir. Les feuilles étaient encore toutes belles. Et l'arbre portait des signes d'être jeune, congelé d'une manière intacte. Et il y a des forêts en dessous des glaciers du Nord et du Sud. Et là, je vous racontais ça, mais là, j'avais un article ici, puis eux autres, ils parlent d'un article qui n'est pas écrit par des chrétiens, là. C'est un magazine chrétien, mais la recherche, puis ce qu'ils avaient découvert, puis l'hypothèse, c'était faite par des hommes de science qui ont découvert ça. Puis là, on dit des choses comme ça, 12 millions d'années. Et sur quoi ils se sont basés? Bien, sur le petit arbre, il y avait écrit une date. Cet arbre a 12 millions d'années. Sur l'arbre, il était écrit, il y a 12 millions d'années, j'ai été pétrifié ou j'ai été enterré sous la glace. Il y avait un code barre. Graffiti. Oui, avec un cœur, avec de l'amour, telle année. Hein? Ben non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas rien sur l'arbre pour dire l'année, n'est-ce pas? Comment sont arrivés à dire que c'était il y a 12 millions d'années? La seule raison qu'ils sont arrivés à cette date-là, c'est parce que dans l'évolution, on dit que l'eau était sur le pôle Nord jusqu'à il y a 2 millions d'années et que le pollen est sorti seulement il y a 12 millions d'années. Donc, ça veut dire s'il y a un arbre là, il faut que ça dépasse 12 millions. Est-ce qu'on a prouvé ces affirmations-là? Non. C'est des hypothèses. Mais sur la base des hypothèses, on a déclaré, quand ils ont fait ça, cet arbre-là a 12 millions d'années. Et pourtant, il était tellement frais qu'une fois dégelé, il commence à pourrir. Il n'avait jamais pourri avant. Ça ne fait pas de sens. Ça a l'air que tout le bois est encore doux, est encore beau, puis on pouvait voir toute la délicatesse des feuilles. Imaginez. Cette recherche-là est influencée par l'évolution, alors on a étiqueté millions d'années. Mais quand on le regarde comme croyant, on se dit, c'est normal. La Terre est jeune. C'est normal qu'on retrouve des arbres comme ça qui ont été pétrifiés. La Terre, avant ça, n'était pas comme elle était aujourd'hui. Elle a été jugée par l'eau. Et l'âge glacial existe depuis le déluge seulement. Ce n'était pas avant ça. Ça concorde avec une Terre jeune, ces recherches-là. Et c'était une de plusieurs articles que je pouvais sortir. Mais j'avais bien aimé ça parce que je vous l'avais mentionné, puis je repassais voir quelques articles, puis il mentionnait entre autres ça. Plein d'autres choses, par exemple.
si vous regardez cet article-ci, qui date aussi de 2012, c'était le troisième fascicule de l'année, il mentionne aussi comment on retrouve des oiseaux modernes de notre époque, enterrés et pétrifiés, avec les dinosaures. C'est bizarre. Et à chaque fois qu'il les découvre, il ne mentionne jamais dans les musées qu'on a découvert ce dinosaure-là à côté d'un beau canard canadien de notre époque. On retrouve plein d'animaux de notre époque qui sont à la même endroit que les dinosaures, qui ont cohabité avec les dinosaures. Les crocodiles ce sont des dinosaures, des sortes de dinosaures. Une sorte de dinosaure, c'est des lézards qui grandissent pendant longtemps. Les dinosaures grandissent toute leur vie. Alors, si tout à coup, on peut vivre plus longtemps, comme avant le déluge, mais ça veut dire qu'on peut atteindre des grandeurs gigantesques. Hein? Alors, on découvre des fossiles comme ça, de canards d'aujourd'hui avec des dinosaures, mais on les montre pas dans les musées où on montre des dinosaures. Ah, mais les dinosaures, c'est il y a des millions et des millions d'années. Comment est-ce qu'on sait qu'il était il y a des millions d'années? C'est la même raison qu'on sait aussi que les arbres qu'ils ont découverts ont 12 millions d'années. C'est des hypothèses. On n'accepte pas qu'on a trouvé aussi, par exemple, avec des dinosaures qui marchaient, à côté de leurs pas, on a trouvé des pas humains. Que les humains vivaient avec les dinosaures. Pourtant, selon la théorie de l'évolution, les dinosaures sont morts des millions d'années avant l'arrivée des humanoïdes. Pourtant, on retrouve, par contre, des pas de dinosaures dans un sol frais qui étaient enterrés avec des pas humains à côté. Ça ne marche pas avec une Terre avec des millions d'années. Et des exemples comme ça, il y en a plein. J'ai un autre article ici qui parle de Mercure. En 2011, vous savez qu'il a envoyé une sonde sur la planète Mercure, puis la planète Mercure est plus proche du Soleil. Et là, il y avait toutes sortes d'hypothèses sur qu'est-ce qu'elle allait trouver sur Mercure. Puis évidemment, il est plus proche du Soleil, ça va être une Terre très brûlée, il devrait y avoir ci, il devrait y avoir ça, etc. Et là, il y a tout un article de 4 pages. C'est en 2012 ici. Et finalement, en regardant Mercure, non, elle n'est pas toute brûlée. Puis toutes les hypothèses que le Mercure devrait être comme ci, comme ça, non, elle avait même des marques de terre, d'une planète jeune, par vous savez, il y a comme des cratères, quand on regarde la Lune, on voit des cratères, hein? Beaucoup de les planètes ont ça. Et il y avait des cratères, mais ces cratères-là avaient été faits, et pourtant, il n'y avait pas de plein de mini-cratères dedans. Comme on aurait pensé qu'il y aurait eu d'autres roches qui seraient tombées, qui auraient fait des petits cratères à l'intérieur du grand cratère. Non! Mercure avait des traces d'être une planète jeune. Tout le contraire de ce qu'on s'attendait. Puis pourtant, là, la NASA paye des millions et des millions de dollars pour envoyer partout dans l'espoir des sondes, avec l'espoir de trouver la vie ailleurs, de connaître l'origine de la vie. Et il y a des millions de dollars qui sont là. Puis le seul but, là, c'est de prouver qu'il y a de la vie ailleurs. Parce qu'on s'entend bien là, que les 10 prochaines années, il n'y a pas de chance qu'on se ramasse dans le ciel pour se sauver de la Terre. Là. Personne ne va avoir le portefeuille assez... il n'y aura pas assez de technologie même dans 10 ans. Puis il n'y a personne qui va avoir assez d'argent pour se payer un ticket pour aller dans l'espace vivre parce que là, on est trop de monde sur la Terre dans 10 ans. Ni dans 50 ans. Mais ils ont vendu des billets pour aller sur Mars. Il y a un projet. Mais dans combien de temps? Pas tellement longtemps, non, mais de notre vivant. De notre vivant. Oui. Il achète un billet. Ça serait intéressant de savoir. Un aller. Il n'y a pas de retour. Non, ça va prendre tellement de temps, parce que ça prend des années à se rendre là. À la vitesse qu'on le fait présentement, ça prend des années à se rendre. C'est tellement long le voyage dans l'espace. Mais tout ça pour dire que cette planète-là porte les marques d'être jeune. Puis là, il faisait un article juste sur ce sujet-là. Sur la magnétisation, par exemple. Il se disait, avec l'âge de cette planète-là, c'est sûr qu'il n'y aura plus de magnétisation, mais il y avait de la magnétisation. Tout comme sur la planète Terre. Et donc, partout autour de nous, et là, j'ai des magazines, là, puis je pourrais vous en sortir des histoires, je pourrais vous en sortir des indices que la Terre, elle est jeune. Je vous en mentionne juste 2, 3 autres, puis je termine avec une conclusion. Et là, ici, si vous voulez un article là-dessus que je vous envoie par courriel, là, j'en ai ici. Là. Il y en a un ici qui a été traduit sur le site créationniste. Je pense que je l'ai mis dans la diapo. Alors, je vous avais fait un agrandissement tantôt de l'époque du déluge, de partir de 0 vers l'an 4174, puis c'est à peu près, hein. Allez pas dire, là, Joël, il a dit c'est telle date, à tel mois. Non, non, je connais pas tout ça. Approximativement, environ. Même si c'était un écart de 1000 ans, ça me dérange pas. C'est à peu près. Et là, je vous donne des dates exactes de choses qui sont arrivées. Par exemple, la naissance d'Abraham vers l'an 2166 avant Jésus-Christ, selon les informations bibliques, etc. Mais
je vais passer à un autre diapo, celle-ci. Le monsieur que je vous parlais ici, c'est Paul Gosselin, il est à Québec, il y a un site qui s'appelle Samidat, puis dessus il parle de l'explosion démographique, pour montrer comment la Terre est jeune. Vous pouvez aller voir là, mais il y a le site créationniste, c'est créationniste.com, c'est Laurence Tisdel qui s'en occupe. Il y a plein d'articles vraiment intéressants, dont une qui dit « L'âge de la Terre, 101 preuves de la jeunesse de la Terre et de l'univers ». Puis pour chacune des preuves, il met un article scientifique. Puis là, j'ai imprimé cet article-là qui donne un article scientifique de ces recherches-là qui donne vraiment un indice que la Terre serait... Il y en a 101 différentes preuves. Des preuves en astronomie, des preuves sur la géologie, la biologie. Je l'ai ici. Ça vous tente de lire ça? Il y en a pour 18 pages. Là. Je peux vous l'envoyer par courriel. J'ai trouvé des petits articles bien simples avec juste une douzaine qui parlent de la Terre. Quel âge semble-t-elle avoir? C'est 4 pages. Alors, si vous en voulez, vous allez trouver sur ce site-là. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous transfère ces dossiers-là. C'est des courts articles avec des fois juste une dizaine de preuves, une dizaine d'indices que la Terre serait jeune. Et dedans, ces articles-là, on retrouve souvent les mêmes hypothèses ou les mêmes preuves. Et entre autres, il y en a une sur l'hélium. On a un spécialiste de l'hélium, c'est Benjamin qui étudie l'hélium, je pense, à l'université. Il parle de comment l'hélium dans l'atmosphère. Puis si on calcule comment il y a d'hélium actuellement, et qu'on retourne en arrière selon comment elle augmente chaque année, ça prouve que la Terre est jeune. C'est un indice que la Terre... Si le taux n'a pas changé. Hein? Parce qu'évidemment, voici le défi avec la science, OK? Écoutez bien ceci. Par exemple, on va parler de la mer. La mer, vous savez, quand vous la goûtez, elle est comment? Elle est salée. OK? Puis, à chaque année, la salination de la mer augmente. OK? Maintenant, on peut calculer aujourd'hui à quel taux elle augmente. OK? Ça, c'est scientifique. Alors là, on fait un test, puis on le teste 10 ans plus tard, puis là, on l'a calculé, ça a augmenté de tel montant en 10 ans. Alors ça, c'est une découverte scientifique, ça, c'est un fait. OK? Mais le fait, lui, comme tel, il ne dit rien. Il fait juste dire qu'elle a augmenté dans les 10 dernières années. Là, maintenant, après ça, ben là, on se dit, mais à ce taux-là, si ça ne change pas, ben dans tel nombre d'années, elle va être rendue salée à tel niveau. Mais c'est une hypothèse parce qu'on ne sait pas si ça va changer selon les années, si ça va diminuer ou si ça va augmenter. Mais on sait que présentement, ça l'augmente. Et on peut faire la même chose en arrière. Mais ça, on appelle ça des hypothèses. Présentement, elle est à tel endroit, elle a augmenté de tel montant. C'est observable. Ça, c'est un fait scientifique. Mais dans l'avenir ou par en arrière, là, il faut travailler avec des hypothèses. Fait que là, on se dit, si c'était au même taux que ça augmente présentement, donc ça diminue en arrière, puis que ça ne changeait pas, la Terre n'a pas plus qu'une dizaine de milliers d'années, de 10 000 ans. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un indice d'une Terre jeune. Mais je ne peux pas prouver que dans le passé, ça allait plus vite ou ça allait moins vite. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que c'est un indice. Mais de l'autre côté, je ne peux pas non plus prédire l'avenir parce qu'encore là, je ne peux pas savoir si ça va changer selon la température, selon s'il y avait de la glace, etc. Est-ce que vous me suivez? Le fait scientifique est au milieu. Mais pour l'avenir, pour en arrière, je n'étais pas là en arrière pour dire qu'il y a 800 ans, c'était le même taux que ça changeait. Mais la salination, par exemple, de la mer, lorsqu'on regarde ça, puis que, mettons que ça commençait à zéro, qu'il n'y avait pas de sel dans la mer, puis qu'on suit jusqu'à aujourd'hui, la salination de la mer, selon le taux qui augmente aujourd'hui, qu'on retourne en arrière, a de l'air jeune. La Terre a de l'air d'à peu près 10 000 ans. À peu près. Si on commence à zéro de sel dans la mer, parce que il y a le sel qui vient de la mer, vient autour de là où elle va sur les berges de la terre. Puis là, elle se saline avec le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est un indice d'une terre jeune. Mais je ne peux pas le prouver. Je n'étais pas là il y a 1000 ans pour prouver que c'était le même rythme qu'aujourd'hui. Il faudrait que j'aie une preuve il y a 1000 ans comment c'était pour prouver que mon hypothèse est bonne. Mais avec ce que j'ai aujourd'hui, on a un indice. C'est ça, une hypothèse de travail. OK? Et on a ça dans plein de domaines. Par exemple, vous savez que si vous prenez une boussole, on sait où est le nord avec une boussole. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ magnétique autour de la Terre, hein? Qui nous tient... En fait, on tourne, c'est ça qui nous garde aussi sur la Terre. Maintenant, scientifiquement, on sait que le champ magnétique de la Terre, il diminue chaque année. Ils ont calculé, dans les dernières années, sa diminution. OK?
Fait que si on retourne, on s'en va dans l'avenir, ça va diminuer, 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 diminuer. Si on retourne en arrière, qu'est-ce qui arrive? Ça augmente. Mais quand on calcule, selon le rythme d'aujourd'hui, je ne peux pas le prouver si c'était comme ça il y a 1000 ans. Mais selon le rythme d'aujourd'hui, quand on regarde en arrière, puis on l'augmente, on l'augmente, on l'augmente, la Terre ne peut pas avoir plus que 6, 7, 8, 9, 10 000 ans peut-être. Parce qu'après ça, on imploserait. Le champ magnétique serait trop fort. C'est impossible. C'est ce qu'on appelle un indice que la Terre, elle est jeune. Je vais répondre à votre question, ce ne sera pas long. Par exemple, à l'école, on vous dit que selon la méthode de calcul du carbone 14, on trouve, par exemple, des os d'un animal. Mettons qu'on prend un dinosaure, OK? Ils prennent les os du dinosaure et ils utilisent des... carbone 14, c'est un... Ils utilisent des isotopes. Je sais que c'est un peu compliqué, mais quand vous arrivez en secondaire 4-5, vous étudiez la table... comment on appelle ça? Comment? Tableau périodique. Puis là, on a les différentes chemicals, les éléments. Puis avec ça, vous allez étudier ça dans le secondaire, OK? Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent un os, puis ils se disent, s'il y a tel taux de carbone 14 dans cet os-là, on sait que présentement, le carbone 14, il diminue de la moitié, il se coupe à moitié, à toutes les 5730 ans. Fait que donc, si on calcule qu'on devrait avoir présentement 8 particules, puis là, on découvre qu'il y en a juste 4 dedans, sa demi-vie, c'est-à-dire la moitié est partie, ça veut dire qu'on tourne de 5730 ans. Mais finalement, on trouve qu'il y en a juste 2. Fait que ça veut dire qu'il y a eu 2 demi-vies. Fait qu'on parle de 11 460 ans. OK? Mais ça, c'est une hypothèse de travail. On ne sait pas si le fait d'être au soleil, à la chaleur, au froid, qu'il y avait des rayons du soleil, d'être sous l'eau ou sur la terre, d'être enterré, c'est tous des phénomènes qui font que le carbone 14, peut-être sa demi-vie n'est pas la même. En fait, on sait que ce n'est pas la même selon ces facteurs-là. Et donc, on fait l'hypothèse parce que c'est ça qu'on observe aujourd'hui, la demi-vie, et là qu'on s'attend à quelque chose, on va calculer comme ça. Sauf que quand ils font des calculs, ils ont découvert, par exemple, des fois des os qui avaient juste 100 ou 50 ans, puis quand ils font des tests dessus, cet os-là aurait 4000 ans. Mais on a su que cet os-là avait été enterré il y a telle année. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est une hypothèse. Et c'est comme ça avec tous les autres isotopes qu'on utilise quand on calcule les demi-vies, qu'est-ce qu'on devrait avoir aujourd'hui, puis comment c'était avant, et là on calcule en arrière de cette façon-là. Mais on ne peut pas prouver que c'était comme ça il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. C'est des hypothèses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs et que des fois les gens parlent « c'est 200 millions d'années. Lui, il pense que c'est 100 millions d'années. » Puis là, il y a différentes opinions. Pourquoi? Parce que personne ne peut le prouver. C'est influencé par ce que je crois. Et tout à coup, quand moi, je regarde partout autour de moi, je crois que Dieu a créé la Terre et que la Terre est jeune. Donc, quand j'observe autour de moi, ça influence aussi quand j'étudie des faits. Tout comme celui qui croit que la Terre a des millions d'années, quand il regarde des faits, il interprète selon ce que lui croit. Et il va essayer de voir des preuves que la Terre est plus vieille. J'espère que vous me suivez un peu. Parce que ça, c'est important à réfléchir quand vous entendez toutes sortes de choses à l'école. Quand quelqu'un vous dit « il y a des millions d'années », comment tu le sais, monsieur? Comment tu le sais ça? Telle personne le dit. OK, mais lui, il dit ça, mais comment qu'on sait que c'est vraiment ça? Comment qu'on peut être sûr que c'est 200 millions d'années, que ce n'est pas 100 millions? Ou peut-être 50 millions? Et vous allez voir que vous allez avoir des réponses qui prouvent rien. Parce que c'est selon des suppositions humaines. Et je pourrais passer, même si je ne le ferai pas, des heures à sortir d'autres articles, des preuves, vous lire ce que j'ai là. Je ne le ferai pas, je veux juste vous donner un portrait global. La Terre est jeune selon ce que la Bible nous dit. Et j'aimerais juste vous dire ceci en terminant. Jésus aussi, lui-même, croyait que la Terre était jeune. Et voici la preuve. Le Seigneur Jésus dit dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 6, il dit ceci, écoutez bien. « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Jésus dit qu'il croyait dans la Genèse, le même livre qu'on a, et que l'origine de l'être humain n'était pas le fruit du hasard,
mais le fruit d'un créateur qui a créé l'homme et la femme ensemble. Jésus croyait exactement ce que je vous dis et qu'on retrouve dans la Bible, dans la Genèse, le livre du commencement. Et Jésus le cite plusieurs fois, la Genèse, et entre autres dans Luc, il dit ceci, « Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qu'il a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. » Il parle du sang d'Abel. Il fait référence à Genèse chapitre 4. Et il est en train de dire qu'il croyait à l'histoire de Caïn et Abel, et que Abel était le fils, et Caïn aussi, de Adam et Ève, les premiers hommes, premières femmes. Jésus croyait à Adam et Ève, Jésus croyait à un Dieu créateur, et Jésus, en fait, était là à l'origine. L'apôtre Paul nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, était avec le Père à la création, tout comme le Saint-Esprit, impliqué dans la création. Jésus y croyait, et si Jésus y croyait, et j'ai placé ma foi en Jésus, pour moi, déjà là, c'est suffisant. Mais en plus, quand je regarde la science autour de moi, quand je lis des magazines comme ceci, là, puis qui parlent des dernières découvertes, puis qui donnent une perspective chrétienne, à chaque fois, je suis comme « Wow, c'est évident ». Par exemple, il y avait un article dedans sur les girafes. Puis il montre comment les girafes sont un animal vraiment extraordinaire, puis comment leur long cou fonctionne, leur cœur, puis le fait que le sang descend jusque dans leur taille, puis la manière qui est créée. Il y a un article de 2 pages là-dessus vraiment intéressant qui montre comment que la girafe ne peut pas être le fruit de l'évolution. Il faut qu'il y ait eu un créateur attentionné qui a dessiné cet être complexe qui était capable de manger aussi haut dans les arbres et pourtant descendre de la tête et que le sang ne se ramasse pas tout dans la tête puis qu'elle explose au bout. Parce qu'il y a des mécanismes dans le cou qui permettent d'arrêter le sang de descendre lorsqu'il monte et descend et son cœur de la manière qu'il fonctionne. C'est extraordinaire! Et quand je dis ça, il y a un dessinateur intelligent, un créateur. Tout comme lorsque je regarde ma belle montre Garmin que j'ai reçue à ma fête il y a 2 ans, ma fête de mes 40 ans, j'ai reçu une belle montre Garmin. C'est le fun, c'est une Garmin Swim. Je la mets dans la piscine, je pèse dessus le piton quand je commence à... Puis il calcule mes longueurs, il calcule mes calories, mes nombres de coups de bras, la vitesse que je fais, puis tout ça. Mais quand je regarde ça, je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Parce que quand je regarde ma montre, tout pointe vers le fait qu'il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Tout pointe vers quelqu'un d'intelligent qui a placé la forme à l'intérieur, qui a placé chaque morceau de mécanisme pour être capable, puis en plus d'empêcher l'eau de rentrer dedans pour le briser. Et personne ne se dirait « Ah, mais ça, cette montre-là, il y a eu une explosion, là, puis ça a fait la montre. » Par hasard, tous les morceaux sont venus ensemble, là, puis ça a fait la montre. Non, on le voit la montre, puis on sait qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui a été payé par la compagnie Garmin, qui nous fait payer la montre très, très chère aujourd'hui, parce qu'il a payé du monde cher pour travailler à ce qu'on ait une belle montre de même. Mais quand je vous regarde, quand je regarde la création, quand je regarde tout ce qui est autour de moi, c'est clairement signé qu'il y a un Dieu créateur, intelligent et aimant qui nous a fait. Et qu'on n'est pas le fruit du hasard, mais qu'on a un Dieu qui nous aime et qui nous aime tellement que même lorsqu'on a fait des bêtises et qu'on avait rejeté le Créateur, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nos péchés, alors que nous, on n'était pas intéressés à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ben moi, en fait, j'ai une hypothèse et une question. OK, vas-y. Ma question, c'est que, genre, je sais pas si c'est dans la Bible, mais j'ai entendu dire qu'à un moment donné, tous les gens qui croyaient en Dieu allaient vivre éternellement sur une vie meilleure avec toutes les personnes dessus. Mais est-ce que Dieu est en train de créer cette terre-là en ce moment même? OK, c'est une question. La Bible nous dit que les croyants qui meurent vont aller dans la présence de Dieu. Et qu'à la fin des temps, on va être ressuscité, que Dieu va revenir sur terre, le Seigneur Jésus, et va régner sur terre. OK? Mais qu'à la toute fin, toute la terre va être détruite. Il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, sur lesquels ceux qui ont cru en Dieu vont vivre avec lui pour toujours, dans une cité éternelle qui nous est décrite dans l'Apocalypse chapitre 21 et 22. Puis qu'on voit tous les mots qui sont utilisés, puis toute la description pour montrer que ça va être un endroit d'une grande valeur devant Dieu pour les êtres humains qu'il aime et qu'il a
permis qu'il soit sauvé et qu'il soit avec lui, d'une grande richesse, d'une grande protection, d'une grande sécurité, avec plus aucune maladie. Et tout ça nous est décrit dans l'Apocalypse, et la Bible nous dit que Dieu l'a créé. Est-ce qu'il est en train de le créer présentement, ou est-ce qu'il va le créer dans l'avenir quand ça va être le temps? Ça, je ne sais pas. Mais on sait une chose, c'est qu'il y a une demeure. Puis même Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, comme si c'était déjà fait. Parce que Dieu, lui, il n'est pas pris dans le temps. Dieu, il n'est pas en 2017. Parce que Dieu, il n'est pas pris dans le temps. Fait que donc, à cause de ça, on peut dire que tout ça est déjà fait parce que Dieu, il n'est pas pris dans le temps. Nous, on est pris dans le temps, mais pas Dieu. Donc, on peut dire dans ce sens-là que cette place est déjà prête d'avance pour nous et que le Seigneur nous y attend quand il va arriver le temps de la fin de notre vie ou la fin de l'être humain sur terre. Et puis, mon hypothèse, c'est que toutes les personnes qui naissent, c'est comme si ça serait un arbre qui poussait. Parce qu'il y a beaucoup d'arbres et on est beaucoup de personnes. Fait que quand il y a quelqu'un qui naît, c'est comme s'il y avait un arbre qui naissait pour. Parce qu'on dit souvent que c'est les arbres qui nous donnent la respiration. Qui produit l'oxygène qu'on respire, oui. Puis moi, je pense que c'est notre arbre à nous qui a poussé. Dès que notre naissance, il y a un arbre à nous là. Puis dès qu'il meurt, on meurt instantanément. Mais on ne sait pas c'est quel arbre le nôtre. OK. Ça pourrait être n'importe qui. Il y a toutes sortes de gens qui croient toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit qu'on n'est pas lié à la vie d'un arbre. La Bible nous dit qu'on est lié à un Créateur qui nous a aimés, qui nous a fait naître, et que c'est lui qui choisit la fin de notre vie. Et que notre vie n'est pas liée à un arbre qui vivrait sur la terre. Parce que vous savez qu'il y a des arbres sur la terre présentement qui vivent littéralement des centaines d'années. Les séquoias qui deviennent grands. Mais il n'y a personne sur la terre qui vit aussi longtemps. Même j'ai été dans le jardin de Gethsémani où le Seigneur Jésus a prié. Puis on retrouve là un arbre qui peut-être date de l'époque de Jésus, tellement qu'il est épais et gros. Mais il n'y a personne qui vit aussi longtemps. La Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a créés, qui permet la vie, puis c'est Dieu qui décide aussi quand vient la fin de notre vie, et que ce n'est pas lié à la création d'un arbre quelconque. C'est ce que la Bible nous dit, et je pense que ça, c'est très fiable. Oui, tu as une question sur l'âge de la Terre. Non, mais c'est l'affaire que les gens vont aller sur d'autres planètes. Pour aller sur d'autres planètes? Oui, mais ça marche pas parce que l'affaire, il a dit que ça prendrait 20 ans à aller là-bas. Ton père a probablement raison parce qu'il est bon dans les calculs de mathématiques puis dans la science. Et c'est ça que je voulais dire. Puis en rendu là-bas, on ne peut pas s'installer sur la planète Mars. Hein? Fait qu'il faut... Ils ont des systèmes, il faudrait qu'ils se fabriquent de l'oxygène, il faudrait qu'ils se fabriquent des choses, des serres pour avoir cultivé. Il y a un bon film là-dessus qui est sorti l'année passée. Un gars qui était oublié sur Mars, là. C'est vraiment bon. Puis là, tu vois un gars qui a installé un stock, puis comment c'est vulnérable. Puis finalement, là, ça va leur prendre longtemps avant de venir le chercher. Puis... Exactement. Fait que c'est un voyage aller, mais le retour, il n'est pas garanti. Est-ce qu'il y a des questions sur qu'est-ce que j'ai partagé sur l'âge de la Terre, avant de terminer, OK? Une question sur l'âge de la Terre? J'espère que ce que je vous ai partagé ce soir, c'était pas trop compliqué. Que ça vous donnait, que vous avez compris l'idée générale, puis ça va vous aider à réfléchir lorsque vous recevez de l'information en classe sur l'âge de la Terre. Nous, on décide comme croyants de se fier à ce que la Bible dit, puis quand on regarde la science, il y a bien des choses qu'on regarde avec la science qui font plus de sens en regardant la Bible qu'avec les hypothèses de l'évolution. Si vous avez d'autres questions, vous n'osez pas en parler publiquement, venez nous voir, ça va me faire plaisir d'en jaser avec vous autres, OK? On prie-tu en terminant? Puis après ça, vous allez prendre votre collation. Merci Seigneur pour la Bible. Puis merci Seigneur pour le livre de la Genèse qui nous donne toutes les réponses nécessaires qu'on a besoin de savoir sur nos origines. Merci Seigneur parce que ça nous montre qu'on a un Dieu qui nous aime. Et la Bible dit même qu'on est écrit à l'image de Dieu. Fait que donc, à te ressembler parce que tu voulais avoir une relation avec nous. Tu nous as choisis d'une manière très spéciale. Et même lorsqu'on t'a rejeté, Seigneur, t'as envoyé ton Fils Jésus afin de permettre qu'on puisse revenir à toi. Et ce n'était pas parce que nous, on pouvait y arriver, au contraire, on ne pouvait pas y arriver. Ce n'est pas parce qu'on t'a invité non plus. C'est parce que tu nous aimes que tu es venu vers nous et que tu as offert ton Fils Jésus. Puis on dit merci Seigneur, parce que c'est possible pour nous aujourd'hui d'avoir nos péchés pardonnés, d'avoir une relation avec le Créateur de l'univers et de savoir que le Créateur nous écoute lorsqu'on lui prie, lorsqu'on lui parle et que notre Créateur nous aime vraiment. Et que partout autour de nous, lorsqu'on regarde la création, on voit vraiment la signature
créateur, d'un dessinateur intelligent, faite par un créateur aimant et qui fait tout pour permettre à ce que sa création puisse avoir l'occasion même d'être pardonnée de ses péchés après avoir rejeté son créateur. On est vraiment reconnaissant, Seigneur. Permets que ces enseignements puissent être utiles dans la réflexion des jeunes, les aider à réfléchir avec tout ce qu'ils ont comme bombardement d'informations à l'école et que tu les aides à être fiers de leur foi en Jésus, de leur foi en la parole de Dieu, en la Bible, en la Genèse. Et qu'on n'a pas à rougir devant toutes les niaiseries que le monde dit croire et pourtant ne pas avoir de preuves. Bénis chaque jeune ici ce soir, Seigneur. Protège-les dans leur foi. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.